De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Hamidine Kane et de nos éditorialistes Djemal Taleb et Gratien Rokindikiza. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Avec plus de 80 millions d'hectares de terres arables, le potentiel agricole de la République démocratique du Congo est énorme. Pourtant, le pays peine à assurer son autosuffisance alimentaire. Plusieurs initiatives sont en cours pour tenter de dynamiser ce secteur. Mais sont-elles efficaces et adaptées? Élément de réponse dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. La République démocratique du Congo a un important potentiel hydro-agricole. Ces potentialités peuvent lui permettre de générer un taux de croissance à 2 chiffres. Pourtant, selon la Banque centrale du Congo, il ne devrait pas dépasser les 6% du fait de la baisse des cours des matières premières et de l'absence de mécanismes de diversification de l'économie. Tous les regards se tournent logiquement vers le secteur de l'agriculture qui emploie 60% des Congolais et qui devrait atteindre les objectifs de souveraineté alimentaire. Ce secteur a contribué en 2013 à hauteur de 40% au PIB, mais paradoxalement et malgré l'enjeu, il ne reçoit que très peu de financement. La RD Congo bénéficie d'une remarquable diversité, non seulement des climats, mais aussi d'une importante hydrologie qui lui offre une possibilité de cultures très variées, avec une superficie des terres agricoles inégalable en Afrique. Cependant, malgré toutes ces potentialités, le secteur agricole a encore du mal à décoller. À côté de nous, il y a des pays qui sont dans le désert. Il y a des pays où les gens meurent de soif. Il y a des pays où l'agriculture ne peut pas être faite simplement parce que les gens n'ont pas suffisamment d'eau. Sur l'étendue de la République démocratique du Congo, même la planification agricole peut être d'une diversité incroyable. Encore que quand vous avez 80 millions d'hectares de terres arables et que vous avez une telle hydrologie, vous avez une responsabilité vis-à-vis de votre propre peuple, bien sûr, mais vous avez également une responsabilité vis-à-vis de l'international et des autres pays avec lesquels on est en droit de mettre en place des relations géostratégiques. En 2013, la RDC a adopté le plan national d'investissement agricole 2013-2020. 3 objectifs sont donc visés à travers ces programmes, à savoir sortir les populations de l'insécurité alimentaire, assurer le développement des filières agricoles et agro-industriel et en faire l'un des principaux piliers de la croissance économique et atteindre les premiers objectifs millénaires pour le développement. Pour concrétiser ces programmes, le gouvernement congolais a consacré plusieurs sites à l'agriculture, comme celui situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, lancé au mois de juin 2016. Ici, 5000 hectares sont consacrés à la culture du maïs. Kila mtu anafikiria ukisema Katanga leo, Katanga ni cuivre na cobalt. On a tendance à dire que la richesse du Katanga, c'est le cuivre et le cobalt. Ils oublient que notre première richesse, c'est plutôt notre terre à travers l'agriculture. Nous avons commencé à mettre en valeur cette agriculture en faisant des champs dans plusieurs localités de cette province, notamment à Kashamata puis Kimono. Ceci va nous empêcher d'importer le maïs des pays voisins. Nous aimons bien nos voisins, mais notre but est d'exporter nos produits. Yenye itatuempeshe sisi kuendelea kuimporter maïs kutoka kwa voisins. Avec ses 80 millions de terres arables, la RD Congo peut, à base d'une politique agricole soutenue et structurée, assurer l'autosuffisance alimentaire. La nouvelle politique du gouvernement, faisant de l'agriculture l'un des axes prioritaires de sa stratégie de développement, bien qu'encore loin des objectifs, commence à donner des résultats. Lancé en 2015 à 240 km de Kinshasa, le parc agro-industriel de Bukangalonzo s'étend sur environ 75 000 hectares. On y cultive le maïs et le manioc. Ici, il y avait la brousse. Maintenant, il y a la production du manioc. Et il y a la production de manioc de très bonne qualité. 20 tonnes par hectare de production et au profit de ménagères. Parce que ce sont de personnes locales qui travaillaient avec des méthodes traditionnelles, qui travaillent maintenant avec des méthodes modernes, avec des semences de qualité. Et à la revente de ce produit, ils vont pouvoir disposer des revenus plus importants que ceux qui disposaient auparavant. La RD Congo dépense chaque année environ 1,2 milliard de dollars pour l'importation des denrées alimentaires. Face à la baisse des prix des matières premières qui a considérablement affecté la croissance économique et des réserves en devises estimées selon la Banque centrale du Congo à moins d'1 milliard de dollars, la diversification de l'économie à travers l'agriculture est la voie pour assurer l'autosuffisance alimentaire et limiter les importations.
Je pense qu'en ces moments où le pays est en train de connaître des difficultés avec son commerce extérieur, la baisse des revenus d'exportation, il n'est pas indiqué que nous puissions utiliser les quelques devises qui restent pour importer des denrées alimentaires que nous pouvons par ailleurs produire sur place, ce que la nature peut nous donner de manière tout à fait généreuse. Et donc, il est important que nous puissions avoir conscience qu'en s'organisant un peu plus, nous pouvons arriver à apporter des solutions aux problèmes qui minent, disons, notre existence. Faire de l'agriculture une priorité sous-entend aussi organiser et orienter certains secteurs qui accompagnent les domaines agricoles. Un accent singulier doit être mis sur la construction des infrastructures routières dans le but de faciliter l'écoulement de divers produits vers les grands centres de consommation. Les routes sont là, mais ce sont des vieilles routes laissées par le colonisateur. Mais nous croyons que les efforts qui ont été menés par le gouvernement pour retaper ces routes, ils nous ont fait des promesses. Nous voulons vraiment encourager les gouverneurs des provinces de pouvoir mener des actions dans le sens de travailler sur les infrastructures routières pour permettre l'évacuation des produits qui sont fabriqués dans l'arrière-pays, cultivés, afin d'amener vers les grands centres, ce qui va nous éviter de l'exode rural. Malgré sa vocation agricole, la RD Congo est encore loin d'assurer son autosuffisance alimentaire. Pour beaucoup d'analystes, l'attention accordée au secteur agricole passe entre autres par l'augmentation du budget alloué à ces secteurs. L'agriculture en RDC ne bénéficie pas d'un budget adéquat. Celui-ci tourne autour de 5%, ce qui expose constamment les pays à l'importation. Cependant, les spécialistes estiment que le plan national d'investissement agricole, initié par le gouvernement avec un financement estimé à 5,75 milliards de dollars pour 7 ans, est insuffisant pour permettre une bonne relance du secteur agricole. Monsieur Khan, les potentialités agricoles de la République démocratique du Congo peuvent lui permettre de générer un taux de croissance à 2 chiffres. Pourtant, selon la Banque centrale du Congo, il ne devrait pas dépasser les 6% cette année. Comment le justifier? Bon, la justification, ça veut dire qu'on peut dire que déjà c'est une mauvaise planification et puis que depuis les indépendances et puis surtout l'indépendance du Zaïre ou bien de la RDC maintenant, le secteur agricole n'a pas été pris en considération. Généralement, c'est les mines qui ont eu une très grande importance aux yeux des dirigeants et puis justement des Occidentaux dans ce pays. Ce pays, c'est le deuxième pays d'Afrique après l'Algérie et puis c'est le 4e par la population. Donc c'est un pays qui a énormément de potentialité. D'ailleurs, on dit que c'est un scandale géologique pour les mines, et puis c'est un scandale aussi agricole, parce qu'il y a 80 millions d'hectares, il y a 60% de la population qui est utilisée dans l'agriculture, et puis il y a 40% pour la production intérieure brute. Donc, depuis 2013. Les potentialités sont énormes, mais le gouvernement ou bien les gouvernements successifs n'ont pas pris justement ce secteur qui est un secteur stratégique parce que tout développement industriel ou économique d'un pays doit passer par l'agriculture. Les pays africains n'ont pas pris en considération et ce pays surtout parce que il peut être le grenier à blé ou bien le grenier à nourriture de l'Afrique. Mais justement, cette potentialité n'a pas été prise en compte. Et puis la bancarisation justement de cette population aussi n'a pas suivi. La population a été laissée pour compte. Et puis les financements que l'État devrait pourvoir pour ce secteur a été aussi très mal géré. Et justement, ils ont donné, je crois que depuis les indépendances jusqu'à présent, pas plus de 60 milliards de dollars ont été investis dans ce secteur. Et puis ça, c'est très peu dans ce pays. Alors, Gratien, un plan national d'investissement agricole a été lancé en 2013 pour tenter de dynamiser ce secteur. Quel bilan à ce jour? Est-ce qu'il y a des avancées qui ont été enregistrées, des avancées concrètes? On voit bien ce qui se passe dans RD Congo. On a du mal à ce qu'il y ait des avancées parce que souvent, on voit bien les terres qui sont fertiles, notamment la partie de l'Est. Avant, la partie de l'Est nourrissait le Burundi et le Rwanda et une bonne partie du Congo. Mais le problème, c'est que dans cette partie-là, où il y a des terres qui sont fertiles, des terres volcaniques, il y a toujours, c'est un bastion des rébellions.
des rébellions parce que c'est une région, les régions fertiles. Le problème au Congo, c'est que les régions fertiles ont aussi des mines, des minerais qui sont très, disons, convoités, comme le coltan, notamment au niveau de l'Est. Ce qui fait que quand il y a le coltan, il y a les mines d'or, il y a autre chose, il y a des rébellions qui naissent pour garder ces mines parce que, c'est bien, il y a des liens entre certaines compagnies et même des membres de l'armée avec ces rébellions et les gens qui exploitent ces mines. Ce qui fait que ça se fait au détriment de l'agriculture. Et même dans les régions où il y a une certaine agriculture, il se pose un problème d'infrastructure. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de routes qui peuvent acheminer la marchandise, disons les produits de l'Est vers Kinshasa. Il faut recourir aux avions, c'est bien ce qui se passe avec les cargos. Et c'est toujours le même problème. Je pense qu'il faut, avant même, on peut le faire en même temps, mais il faut aussi regarder au niveau des routes, au niveau des transports, au niveau aussi de la sécurité dans certaines régions et aussi planifier ce qu'on doit produire pour vendre à quelle région. Alors le principal enjeu du développement du secteur agricole, c'est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Djemal, comment accroître finalement la productivité dans un pays comme la RDC? On ne s'improvise pas un grand pays agricole du jour au lendemain. C'est un processus. Il n'y a pas un pays qui est plus né, plus agricole qu'un autre. Dès lors qu'on a les éléments pour cela. Il faut de l'eau, il faut des terres, il faut de la main-d'œuvre, il faut une politique économique, il faut des investissements. La politique agricole commune a donné à l'Angleterre une agriculture, elle n'en avait pas, et donc une tradition agricole. Au XIXe siècle, on avait une usine du monde qui s'appelait la Grande-Bretagne. Au XXe siècle, elle s'appelle la Chine. Probablement qu'au XXIe siècle, elle s'appellera l'Afrique. Pour le moment, on n'en sait rien. Toujours est-il, c'est que les choix économiques, on les fait. L'agriculture est un pan de l'économie important comme un autre. On peut décider d'être un grand pays agricole et on se développe. On peut décider de ne pas être un grand pays agricole et on ne se développe pas. L'agriculture est importante pour l'autosuffisance alimentaire. Elle ne développe pas à elle seule un pays, sinon la Pologne serait le pays le plus riche d'Europe. C'est le premier pays agricole d'Europe. Cela dit, elle est importante, il faut la faire. On a toujours fait de mauvais choix économiques. La République démocratique du Congo est un pays à part. Voilà un pays immense, avec une population, mais de loin. Je pense qu'il y a toujours, c'est une cocotte minute. Il y a le couvercle qui est mauvais et la population qui est remarquable. Et une fois que le couvercle sera parti, la population va être libérée. Il y a tout pour que ça marche. Vous l'avez dit, c'est un accident géologique. Mais au-delà de l'accident géologique, c'est un accident d'eau. C'est le pays où il y a le plus d'eau que n'importe où. Les terres arables sont les plus développées. Et pourtant, il y a un problème. Il y a un gros problème. Et il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Il y a une classe économique qui est mauvaise, il y a une classe politique qui est mauvaise, il y a une main-d'œuvre qui n'est pas de bonne qualité, il y a un système de formation qui n'est pas très bon, il y a des choix économiques qui ne sont pas faits, il y a un grand pays vaste qui n'est pas contrôlé. Enfin, vous voulez faire une politique économique avec tout cela, bonne chance. Et ça, c'est le gros du problème. Et ajouter à cela des problèmes politiques qui ne sont pas réglés. Et croyez-moi, pendant cette semaine, la semaine dernière et probablement, hélas, la semaine prochaine, on va encore parler de ce pays et de sa situation économique. Donc tout cela, ce sont des éléments qu'ils font. On développe un pays, comme disait mon idole Tidjane Thiam, quand on développe son école. Parce qu'encore une fois, l'école fondamentale, on développe l'agriculture quand on a des écoles agricoles qui fonctionnent, quand on a des lycées agricoles qui fonctionnent, quand on forme les gens au métier de l'agriculture. C'est comme si je décidais demain de prendre un bistouri et de devenir un chirurgien alors que je n'ai fait aucune formation. Pour devenir agricole, il faut former des ingénieurs, des techniciens, il faut donner la mécanisation nécessaire, il faut donner des éléments pour que l'agriculture devienne importante. Et donc tout cela manque. Voyez-vous, moi, du haut de mon désert de Mauritanie, si j'ai demain va avoir des carottes, des pommes de terre, de l'eau et du sable qui fonctionnent, mais je n'ai qu'à développer la République démocratique du Congo et je serai un homme heureux. Avec les barrages d'Inga, je suis capable de me développer. Avec l'eau qu'il y a dans ce pays, je suis capable de me développer. Pardon, donnez-lui, ce pays, une classe politique de bon niveau. La classe moyenne est en train de se faire et croyez-moi, ce débat-là n'aura plus aucun sens. Monsieur Kane, vous partagez ce point de vue? C'est juste, parce que la classe politique congolaise, depuis l'indépendance du Congo, on a vu ce qui s'est passé avec l'assassinat de Lumumba, l'arrivée de Mobutu et puis la famille maintenant de Kabila. Ce qu'il faudra dire quand même, c'est qu'il faudra féliciter le peuple congolais. C'est un peuple très sage. Parce que si c'était dans un autre pays, le pays allait éclater en 1000 morceaux.
Je crois qu'il y a des puissances hostiles qui ont essayé quand même de tirer justement les cordes pour que ce pays éclate, que chaque région prenne son indépendance. Mais le peuple est mûr, c'est un peuple mature. Il faut féliciter le peuple congolais justement pour cette maturité. Ça, c'est très important parce que sinon, ça allait partir depuis fort longtemps. Et puis maintenant, il faudra dire aussi aux classes politiques, comme il l'a dit tantôt, de réfléchir sur le développement de ce pays, qui est un pays dont l'Afrique a besoin et puis qui est un pays avec de très fortes potentialités. Donc je crois que l'agriculture peut aider justement ce pays à sortir de l'ornière. Merci, Monsieur Kane. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. 22 septembre 1960, il y a 56 ans, le Mali accédait à la souveraineté internationale. Cette année, l'euphorie a laissé place au recueillement en hommage aux martyrs. Et puis, c'est un scénario peu courant en île Maurice. La possibilité que sœur Anne Roud Djugno quitte ses fonctions de Premier ministre pour laisser la place à son fils est actuellement à l'étude. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.